6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Et ce matin, on évoque les troubles de l'attention. Oui, TDAH, 4 lettres pour désigner des troubles de l'attention qui peuvent être accompagnés ou non d'hyperactivité. Cela concerne à l'heure actuelle 5% des Français et ce 12 juin est spécialement dédié à la connaissance de ces désordres. Bonjour Olivier Bonneau. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Barthélemy-Durand et co-auteur avec l'orthophoniste Laurence Olivier du livre « Et si c'était un TDAH, déficit de l'attention, hyperactivité, impulsivité, les outils pour faciliter le quotidien ». C'est paru aux éditions Marabout en mars 2024. Alors pourquoi parle-t-on de troubles et non de maladies, Olivier Bonneau? Est-ce un euphémisme? Non, l'idée, c'est de le faire rentrer, comme c'est le cas dans les catégorisations, dans les troubles du neurodéveloppement. Et le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du développement, c'est-à-dire le développement ne se fait pas convenablement. Et c'est le développement de quoi? C'est le développement de l'attention. La capacité à se concentrer, à être attentif, à vous écouter et à essayer de maintenir mon attention sur ce que vous me dites, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, qui est très faible, quelques minutes quand on est tout petit, puis qui à un moment donné devient plus important. Et cette attention soutenue, chez les enfants TDAH, elle ne se développe pas convenablement, et donc ils sont moins attentifs. Un trouble, ça ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas, mais ça s'adapte. On peut tout à fait adapter. Le cerveau humain et l'être humain en général a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et avec quelques outils, avec quelques accompagnements, avec quelques aides, on peut très bien vivre, voire même très très bien vivre avec un TDAH. Donc on vit avec, et la première étape est celle du diagnostic. Qu'est-ce qui doit alerter? Tous les enfants sont agités, motifs, peu obéissants. Comment faire la part d'un mauvais caractère, d'un problème d'éducation et d'un trouble neurodéveloppemental? Alors, comme toujours en psychiatrie, en règle générale, on ne va pas dans la rue attraper des gens en leur disant qu'ils vont pas bien et qu'ils doivent venir nous voir. C'est les gens qui viennent à nous, directement ou indirectement, parce qu'ils ont un retentissement. En fait, ils souffrent de leur situation. Ils n'arrivent pas bien à s'adapter. Donc c'est ça le premier signe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va pas bien et qui, dans ses relations avec les autres, dans son travail à l'école, ou même d'ailleurs son travail tout court, parce que ça touche aussi 3% des adultes, ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'il présente? Donc évidemment un trouble de l'attention, une difficulté à se concentrer, ça il peut s'en rendre compte, ou on peut s'en rendre compte autour de lui. Une distractibilité qui va avec, hein, c'est-à-dire si un stylo tombe ou un oiseau passe par la fenêtre, il a du mal encore plus à se concentrer. Une forme d'impulsivité, c'est-à-dire au fond répondre à une question avant même qu'elle ait été complètement formulée, ce qui est toujours un petit peu embêtant parce qu'on en rate une partie. Et puis cette hyperactivité qui peut être ou non présente. Avant on appelait ça l'hyperactivité parce qu'on pensait qu'il y avait que ça, c'est ce qui se voit le plus, mais en fait c'est pas le principal. Et voilà. Et après il y a d'autres signes comme notamment une sorte de labilité ou dysrégulation émotionnelle, une difficulté à gérer ses propres émotions. Il existe probablement des prédispositions génétiques, je crois. Alors très clairement, comme beaucoup de troubles du neurodéveloppement et comme beaucoup de troubles en règle générale, il y a ce qu'on appelle une héritabilité importante. C'est-à-dire que oui, il y a des prédispositions génétiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un gène du TDAH, mais probablement plusieurs qui font une sorte de vulnérabilité. Parfois, on parle de score polygénique. Et donc, voilà, il y a effectivement cet aspect-là qui est très important. Il y a d'autres aspects qui viennent. Le développement, c'est pas que la génétique. Enfin, c'est quand même une part importante. Après le diagnostic vient la question de la prise en charge médicale, médicamenteuse même. On prescrit du méthylphénidate, plus connu sous son nom commercial, la Ritaline. Il s'agit d'un stimulant, mais quelle est son action sur le système nerveux? Pourquoi donne-t-on des stimulants à des gens parfois hyperactifs? Alors c'est vrai que ça pourrait être un peu contre-intuitif dans une première idée. On se dit déjà il est un petit peu agité, c'est pas la peine que j'aille en plus essayer de le stimuler plus. En fait, c'est surtout un médicament qui augmente la vigilance et donc l'attention. C'est-à-dire, au fond, il va permettre aux gens de mieux se concentrer. Ça marche très bien, et ça marche très bien sur les gens qui ont un TDAH, ça marcherait d'ailleurs sur d'autres gens. C'est un médicament qui est uniquement symptomatique et il permet aux gens de mieux se concentrer. Et donc, du coup, se concentrant mieux, tous les signes, la distractibilité, d'une certaine manière l'impulsivité et très souvent l'hyperactivité, en fait, diminuent. Et c'est pour ça que malgré le fait stimulant pour quelqu'un qui a l'air déjà très stimulé, en fait, c'est un traitement qui marche plutôt bien. Je rappelle au passage que le traitement, c'est une partie de la prise en charge.
Mais c'est loin d'être, je dirais, l'essentiel. Il n'y a qu'un enfant sur 5 qui aujourd'hui a un TDAH et qui a un traitement médicamenteux. Les autres ont des mesures d'accompagnement. Pourtant, beaucoup s'alarment de la hausse très importante des prescriptions de méthylphénidate. La consommation a doublé en 10 ans en France. On craint que cela se fasse au détriment d'un suivi psychologique régulier. Et la Haute Autorité de Santé le recommande en dernier recours. Est-ce que c'est toujours le cas à votre avis ? Alors, je pense qu'il faut toujours se méfier. Alors, il y a un certain nombre de raccourcis. Les traitements médicamenteux sont pas mauvais par nature. C'est sûr qu'on est dans un contexte en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui est celui d'un trouble de la démographie médicale, et on est très peu nombreux, et donc l'accès aux soins est quand même très compliqué. Donc, bien entendu, on sait que quand il y a moins d'accès aux soins et quand les gens ont effectivement des moyens réduits, il y a très souvent une augmentation des prescriptions. Donc il faut regarder ça avec attention. Dans le cadre du méthylphénidate, on est quand même dans un cadre totalement différent. Certes, les prescriptions ont doublé en 10 ans, comme vous le rappeliez, mais très clairement, on partait d'un chiffre extrêmement faible. Encore une fois, c'est un enfant sur 5 qui a un traitement, c'est quand même pas tant que ça, pour un trouble qui est quand même extrêmement fréquent. Et puis, on est plutôt en France dans une forme de rattrapage. On reste parmi les pays européens et dans le monde un des pays qui prescrit le moins. Alors vous l'avez dit, au-delà des psychotropes, il y a des manières d'accompagner le trouble, d'adapter l'environnement. Vous dites dans votre ouvrage qu'il faut réorganiser le cadre éducatif. Alors on ne parlera pas de l'école puisque c'est un sujet un peu trop vaste pour aujourd'hui, mais à la maison, que peut-on faire, Olivier Bonnot ? Alors en fait, on peut faire beaucoup de choses, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris à peu près comment fonctionnait le trouble, et qu'on l'a aussi expliqué à l'enfant et aux parents, viennent ensuite les conseils qui découlent directement de ce qu'on comprend du trouble. C'est les enfants qui, en règle générale, parce que leur comportement n'est pas toujours très facile, ont très souvent des remarques un peu négatives de leur entourage, et ils ont donc souvent une forme de baisse de l'estime d'eux-mêmes. Donc il faut essayer d'être plutôt positif. Et s'ils ont fait quelque chose à moitié, plutôt leur faire remarquer la bonne moitié. Ah bah c'est très bien, tu as déjà fait ça, c'est formidable ce que tu as fait aujourd'hui, plutôt que de leur dire bah tu n'as pas fait une partie. Ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que puisqu'ils sont distractibles et qu'ils ont des troubles de l'attention, il faut quand même essayer de trouver un moyen et un environnement autour d'eux relativement calme, ne pas avoir des tonnes de distracteurs tout autour, des écrans qui marchent, de la musique ou autre à côté. Donc ça c'est déjà un aspect. Et puis ils ont souvent, pour le dire vite, des troubles de la planification et de l'organisation. Donc il faut les aider à s'organiser, probablement en mettant un cadre relativement rigoureux autour d'eux. Et par exemple, pour donner un exemple simple, peut-être leur faire préparer leurs affaires le soir plutôt que le matin dans la précipitation. Bon, ça c'est aussi valable un peu chez tous les enfants. Merci beaucoup Olivier Bonnot. Je rappelle le titre de votre livre « Si c'était un TDAH » aux éditions Marabout, mars 2024. Merci. Merci.